monde de Patrick Sauce sur BFM Business. C'est un conflit qui se déroule à plus de 6000 km de la France. L'Inde et le Pakistan s'affrontent régulièrement depuis près de 75 ans dans la zone autonome du Cachemire, sur terre et dans les airs. Et lorsque, début mai, l'état-major pakistanais annonce avoir abattu 3 avions ennemis, il va bien préciser dans les mots, dans les paroles aussi, que ce sont des avions de fabrication française, des Rafales, informations relayées à la vitesse de l'éclair par un certain nombre d'acteurs médiatiques ou des influenceurs sur les réseaux sociaux, de comptes chinois. Factuellement, pour l'instant, près d'un mois après, rien n'est avéré, mais évidemment, rien à voir, je suis très ironique à ça, rien à voir avec le fait que l'aviation pakistanaise se fournit en Chine. Un exemple, le voici, de guerre de l'information, toujours à plusieurs bandes, qui se déroulent sous nos yeux et qui gagnent en intensité. Je vais en parler avec mes invités. Bonjour, Maud Kessar. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'INSERM, plus connu sous le nom de cet acronyme. Véronique Roy-Soud, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'opinion, présidente de Backbone Consulting. Et bonjour Djilali Benchaban, vous êtes expert stratégie et géopolitique, directeur du cabinet CEOS Stratégique et Conseil. Maud Kessar, j'ai très vite fait les résumés justement de cette attaque informationnelle avec un acteur tout à fait étatique, un état-major qui dit nous avons abattu, c'était une nuit assez difficile, on était tout début mai, il y avait près de 200 avions qui étaient impliqués. Bon, des avions qui en abattent d'autres, ça arrive dans les zones de guerre. C'était le cas au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Oui, mais dire, ce sont des Rafales, mais grâce à nos jets de fabrication chinoise, nous avons réussi à gagner. Tout ça relayé par des médias plus ou moins connus de la part de la Chine. Est-ce que, justement, là, on est sur un symptôme complet de guerre informationnelle ? Alors, comme vous l'avez très bien rappelé, on est sur un symptôme complet de guerre informationnelle dans un contexte qui est celui d'une guerre qui dure depuis plus de 75 ans. Et ce n'est absolument pas la première fois que les Pakistanais et les Indiens se livrent à une guerre informationnelle. Ce qui change un petit peu et ce qui a attiré sans doute notre attention sur ce conflit qui, comme vous le rappeliez, est à plus de 6000 km, eh bien, c'est le fait qu'on mentionne ce grand géant de notre aéronautique français Rafale, puisque utiliser en fait des images pour en fait malmener les Indiens, ce n'est pas une nouveauté chez les Pakistanais. Ce qui change, c'est qu'on a 3 images totalement manipulées et en fait, il suffit pas d'être un as de l'aviation pour faire un zoom sur les avions qui sont montrés par donc les officiels pakistanais. Alors, ce n'est pas tellement nouveau et puis surtout, finalement, quand on est dans un conflit ouvert, manipuler des images pour faire la guerre, ce n'est pas une nouveauté de 2025. Certainement pas. Par contre, c'est assez astucieux de pouvoir manipuler en fait des images en rappelant que peut-être que les Chinois ONI des Indiens seraient meilleurs donc en aéronautique et ça reste à démontrer. Ils y ont pensé tout seuls, les Pakistanais, au fait que ce sont des avions chinois qui ont battu des avions de fabrication française ? Alors, ils y ont pensé tout seuls. Moi, je ne suis pas dans le mindset pakistanais. Toutefois, le fait de manipuler des images et également de mener des luttes informationnelles en Inde quand on fait partie du gouvernement chinois, ce n'est pas une nouveauté non plus. Donc, ce qui est très intéressant et ce qui n'est pas très nouveau, mais qui est intéressant pour cette partie du monde, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de circulation dans les luttes informationnelles que l'on trouve de la Russie vers la Chine, mais qu'on peut très bien trouver aussi de la Chine vers le Pakistan et je dirais réciproquement, surtout quand on a un ennemi commun dans cette région du monde très convoitée, puisque on se trouve en Asie et il faut rappeler que l'Inde et la Chine sont des vrais frenemies. L'impact, Véronique Roy-Soud, quel peut-il être parce que là, on essaye assez facilement de, débunker, pour le néologisme ou l'anglicisme, mais ça peut vraiment fonctionner, manipulation grossière, et il suffit pas d'être un nav-geek, là aussi, c'est du néologisme, pour dire, mais attendez, ça c'est pas du Rafale, c'est autre chose, ça fonctionne quand même. C'est le principe, quand vous avez une guerre, vous avez toujours une notion de propagande de chacun des camps. Aujourd'hui, les guerres, elles passent aussi par l'image, donc la propagande, elle passe par l'image. Et donc le sujet, c'est vous posez votre narratif, et tout l'enjeu, c'est est-ce que vous arrivez à faire basculer l'opinion
de votre côté ou de l'autre côté, une opinion interne et une opinion externe. Et donc, en réalité, pourquoi est-ce que ça se propage autant? C'est d'abord parce que c'est utilisé par les réseaux sociaux, qu'ensuite on est dans une logique où la fabrique du buzz, elle passe par des effets sensationnels, et puis ça n'est plus tout à fait vrai, mais pendant encore longtemps, l'image était preuve de, et donc donnait l'impression qu'on était sur une réalité. Bon, aujourd'hui, même les internautes les moins aguerris sont un peu au courant que quand même l'image n'est pas si certaine que ça, mais ça fonctionne, et puis vous êtes toujours dans l'émotion. Ce qui est plus nouveau là, c'est qu'on a presque une guerre commerciale qui commence à rentrer dans une guerre réelle de conquête de territoire. Donc là, on a quelque chose qui est un peu particulier, et on va avoir des utilisations de techniques commerciales qui sont parfois redoutablement efficaces. Et là, c'est beaucoup plus déroutant parce qu'on voit bien qu'on a en face des protagonistes qui ne sont pas forcément habitués à ce type de technique. Justement, je rebondis là-dessus avec vous, parce que là, on est aux confins de la guerre informationnelle entre États, mais aussi de l'enjeu et de l'impact réputationnel pour les entreprises, même si je ne vais pas vous faire le détail de ce qui est d'assaut vis-à-vis du ministère des Armées français. Il y a non pas de l'imbrication, mais évidemment, c'est Dassault qui fournit les avions de chasse, entre autres. Comment ça peut se passer? Ces gens-là sont préparés, mais quand même. Ils sont préparés. Après, ils vont faire ce que l'on fait quand on fait de la gestion de réputation. C'est-à-dire, on va poser un contre-narratif, on va étudier qui parle, parce que oui, les réseaux sociaux, c'est une façon de diffuser très rapidement les informations. Enfin, c'est un canal assez efficace, mais c'est aussi un canal que on peut observer. On peut regarder quels sont les mots et les types de messages qui reprennent le plus, quels sont ceux qui suscitent de l'engagement, qui est en train de le relayer. Et donc, en fait, pour travailler et protéger votre réputation, l'un des propos, il est d'étudier la réalité de qui sont les forces en présence. Est-ce que vous avez des opposants avérés, supposés, enfin bref. Justement, là aussi, je rebondis là-dessus. Vous voyez, Djaï Ben Chaban, un exemple. Le gouvernement indonésien, l'Indonésie qui a reçu Emmanuel Macron lors de sa grande tournée, qui aurait été prête à réexaminer l'achat de 42 Rafale. C'est aussi l'Inde qui n'aurait pas droit à l'accès au code source des Rafales, ce qui l'empêcherait de faire véritablement la guerre aux Pakistanais. Là aussi, l'enjeu, c'est vraiment, là on voit bien que ça dépasse totalement un enjeu régional de Pakistanais contre Indiens, c'est aussi de faire basculer ou de déstabiliser un pays. On était très habitués aux Russes, on va y venir, mais les Chinois, ils jouent pleinement leur rôle aussi. Tout à fait, et j'ajouterais que l'information aujourd'hui est un théâtre de conflictualité à part entière, et l'information est devenue, pardonnez, mais une arme de confusion massive. Aujourd'hui, déstabiliser, c'est pas simplement déstabiliser un segment, un pan, c'est aller dans une forme de globalité. Et lorsqu'on fait le point par rapport à ce dossier Rafale, on se rend compte qu'il y a à la fois dans le viseur la France et sa présence et son influence dans la zone. Il y a aussi les dimensions commerciales, mais il y a aussi les dimensions technologiques, parce qu'il y a aussi cette notion de suprématie. Le Rafale qui s'est imposé à l'export comme une valeur sûre. Lorsqu'on assiste à ces opérations de déstabilisation, il y a aussi cette idée de la fiabilité de la technologie et un narratif qui va essayer de contrebalancer cette idée de suprématie occidentale. Donc on va jouer sur tous les pans afin d'affaiblir et d'essayer de créer une sorte de doute, et ce doute qui peut être amplifié à travers les différents vecteurs dont ils disposent, les réseaux sociaux, les vecteurs de télévision classiques, etc., certains influenceurs. Mais on est vraiment dans cette logique tous azimuts où l'information doit être un vecteur qui permet de démultiplier les effets pour atteindre un objectif. Maud Kessar, vous qui êtes à l'INSERM, l'INSERM, pour les gens qui ne savent pas, est à l'école militaire. Est-ce que, ou comment apprend-on à faire de la stratégie autour de ça? Puisque Djaï Ben Chaban le disait, c'est un champ conflictuel aussi. Absolument. Donc les espaces informationnels sont des champs de bataille qui ne sont pas nouveaux. Simplement, on utilise des outils un petit peu différents. Mais ce qui est très intéressant dans les exemples que vous donnez, dans la région du monde qu'on a en exemple, c'est donc l'acteur chinois. Vous nous disiez, est-ce que c'est nouveau? Mais la Chine essaie de déstabiliser les acteurs occidentaux partout dans cette région du monde, comme vous le rappeliez très bien, puisque effectivement la France a sur place des ZEE. Vous rappelez des élections en Nouvelle-Calédonie. On n'était pas sur des enjeux là qui étaient des enjeux technologiques ou industriels, mais sur un risque de réputation qui est celui de la France. Et comme vous le rappeliez aussi très justement, aujourd'hui le risque de réputation, il est pour l'État français, mais il est aussi pour toutes ces industries, donc ça peut être les industries du monde de l'armement ou les industries au global, tout ce qui est lié à la France va pouvoir être attaqué. Ça n'est pas nouveau.
comme le rappelait Madame, les entreprises sont prêtes à construire des contre-narratifs. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le moment que nous vivons, c'est l'articulation, en fait, entre l'acteur étatique et les grands acteurs, les grandes entreprises ou les acteurs industriels. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit travailler davantage de concert? Et l'exemple qui le donnerait, qui n'est pas un exemple chinois, puisqu'on est dans un État communiste très planifié, c'est sans doute l'exemple américain, puisque là, on voit bien qu'on a des grandes entreprises de la tech qui fonctionnent directement avec l'État américain pour propulser du narratif. Et donc là, aujourd'hui, on n'est plus à se dire est-ce que les Chinois font pareil? Oui, ils le font. La question, c'est comment on répond, et on répond rapidement en dénonçant finalement la façon dont ces campagnes de désinformation sont menées de manière grossière, c'est-à-dire qu'elles sont faciles à débusquer, surtout quand c'est les acteurs chinois les mènent. Et il suffit pas non plus d'avoir fait des années d'études high-tech pour aller voir que les faux comptes ou les faux sites chinois, qui sont souvent faits en fait en réalité et toujours un peu à la va-vite avec des erreurs grossières. Si vous avez des ados, vous verrez qu'ils sont tout à fait capables de faire du debunking de faux sites chinois et donc d'avoir un doute sur les informations qui circulent. Oui, mais Véronique Grace-Soud, vous êtes spécialiste de l'opinion. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le contre-narratif a forcément moins de force que le narratif. On y va très fort et derrière, c'est difficile de retrouver cet équilibre. Et parfois même, on se gargarise, je pense vraiment, j'ai un exemple, celui de l'armée française qui... pardon d'être très transparent, pendant 6 mois, nous a parlé du debunking de cette histoire de charnier dans le Mali, avec effectivement des accusations contre l'armée d'avoir caché des corps d'opposants. Évidemment, il s'agissait de Russes. Pendant 6 mois, l'armée française ne me parle que de ça, grand succès. Sauf que par rapport au bruit qui a été fait avant, c'est peu de choses. Alors d'abord, l'enjeu, c'est effectivement un contre-narratif, c'est un peu moins puissant qu'un narratif. Donc l'enjeu, il est généralement... C'est une réalité ? C'est une réalité, ou alors il faut poser des arguments très factuels, des données incontestables. Et comme là, on est sur un domaine où c'est pas si simple que ça de communiquer, de donner les informations, c'est un peu complexe. Donc ça veut dire que vous avez plutôt intérêt à poser le narratif, donc à parler en premier. Quand vous savez que vous risquez d'être attaqué, que vous commencez à identifier, on va dire, des signaux faibles, vous avez intérêt à prendre la parole. Le premier réflexe, à peu près tous les acteurs, et en particulier les acteurs étatiques, c'est de se taire. Parce que pendant des années, on a dit, ne parlons pas, ça passera. Non, ça passe pas. Et en plus, non seulement ça passe pas, mais ça laisse des traces, donc c'est compliqué. Donc il faut poser ce contre-narratif quoi qu'il arrive. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être champ contre champ. Vous pouvez poser une réalité d'un contre-narratif un peu décalé, qui fait que vous posez un narratif, ça devient tordu, mais ça fonctionne. Et puis vous pouvez utiliser, c'était dans les questions que vous posiez au tout début, est-ce que nous devons utiliser, nous aussi, des pratiques de ce type-là? Oui, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de faire ressortir un peu plus fortement, des techniques qui sont parfaitement légales, parce que des faux comptes, non, mais la réalité d'un système de boost avec des alliés, enfin bon, il y a plein de façons de... donc oui, c'est pas si simple que ça. Parler en deuxième, c'est pas terrible, mais on peut s'en sortir. La seule chose qui est certaine, le silence n'est plus du tout une option. J'allais rebondir là aussi sur votre formule sur tordu et de plus en plus tordu. Allons sur ce MOI. C'est un mode opératoire informationnel dans le jargon. Le MOI, Storm 1516. C'est un modus operandi qui a été débunké, là aussi on va beaucoup utiliser ce mot-là, par le Quai d'Orsay. Évidemment, là je vise les Russes, Djihad Ben Shaban, 77 opérations, attaques informationnelles de la Russie. On commence en France à savoir un petit peu comment ça se passe. On arrive encore à être surpris quand on lit un article du Parisien qui va parler en termes peu amènes de l'Ukraine, et puis on va cliquer sur la homepage du Parisien, se rendre compte que non, ça n'était pas celui-là. On a beau dire que les Russes sont là en force, qu'il faut faire très attention, ils continuent à le faire. Est-ce que ce travail de SAP, parce que c'est ce qui est voulu de l'opinion, peut continuer à fonctionner ? Tout d'abord, il faut aussi se projeter sur une dimension qui est importante, parce qu'on évoque la Chine, la Russie, c'est la projection. On n'est pas simplement sur des opérations ponctuelles, on est sur des opérations qui s'inscrivent sur le temps long. Donc si cette idée de SAP s'appuie aussi sur une base analytique, c'est-à-dire cartographier l'état d'une société, aussi bien sur ses forces et ses faiblesses, sur ses vulnérabilités,
essayer au travers de ces opérations de déstabilisation de faire remonter certains sujets, et plus un État va avoir de faiblesses, imaginons des difficultés économiques, des dissensions politiques, une instabilité en termes de pouvoir ou d'autres items comme l'immigration, on va pouvoir créer des sujets qui vont être des points de fixation sur lesquels on va pouvoir appuyer. Et cette idée, c'est justement de créer une condition progressive afin de déstabiliser l'adversaire et de l'amener toujours à être dans cette notion de riposte. Mais vraiment, c'est cette notion de durabilité de temps long qui est un élément qui permet de comprendre la stratégie russe et chinoise à la fois. J'y viens sans parler totalement de technique, Djeï Ben Chaban, mais comment fait-on, à moins d'avoir un réseau, mais d'espionnage extrêmement fort, pour sentir une société? Des fois, c'est assez facile, on l'a vu il y a quelques années. Vous suivez un peu le mouvement des Gilets jaunes, ou on l'a vu encore, sans parler du tout dernier exemple, qui est encore sous le coup d'une enquête judiciaire, des étoiles de David, qui vont être apposées non pas par des opposants au régime israélien, mais par sans doute des gens proches de la Fédération de Russie. Il faut vraiment une connaissance fine, et c'est pas simplement avec quelques hackers que vous le faites. Je veux dire que tout ça est dissociable. Le hacking est plutôt dans la logique offensive. Il y a tout un travail analytique, c'est-à-dire qu'à la base, il y a aussi la compréhension des centres de gravité. Donc, quels sont les centres de gravité d'une société? Quels sont les thèmes qui remontent dans l'actualité? Donc là, vous avez tout un travail de renseignement. Donc, c'est-à-dire, quels sont les sujets qui remontent? Quels sont les sujets qui, aujourd'hui, font polémique? Ceux qui font consensus. Donc, ceux qui font consensus, bien entendu, vont être écartés. Et à partir de l'analyse de ces thématiques, il va y avoir une transmission du renseignement. Ensuite, à la dimension opérationnelle, c'est comment faire en sorte que ces éléments analytiques puissent servir l'arme de la propagande ou de la désinformation. Mais il y a vraiment tout ce travail du renseignement qui est essentiel. Le renseignement n'est jamais décorrélé de ces dimensions informationnelles. Et ce renseignement, il est étatique? Allons-y, puisque si on y va, non mais au bout du bout... Mais non, il y a des outils qui permettent de savoir exactement ce que font les choses. On trouve beaucoup de choses qui permettent effectivement d'élaborer, et pour sentir une société, alors à moins de mener des opérations noires, effectivement, où la collecte de renseignements va être fort utile, mais pour sentir en fait les courants ou les tendances d'une société, on voit bien que quand on parle de la Russie, pour donner un exemple concret, on a à la tête de la Russie Vladimir Poutine, qui a une expérience, comme vous le rappelez, de très long terme, et pas simplement du renseignement, mais tout simplement d'observation des sociétés occidentales qu'il vise à subvertir et donc à saper. Et là, c'est une connaissance fine qui est aussi une connaissance analytique et culturelle. Et pour en revenir à l'opération que vous nommiez, en fait, ou à la succession d'opérations russes qui ont été donc débunkées. Storm 15-16, ça ne veut pas dire grand-chose au grand public. Mais en fait, il suffit de faire juste une petite recherche, d'aller sur le site de Viginum, qui est donc notre agence en France, puisqu'on parlait de la possibilité qu'on a d'être finalement au fait de ces différentes attaques informationnelles. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui ont des agences étatiques de ce type qui permettent de faire du debunking. Le debunking, ça n'est pas tout. C'est déjà pas mal d'informer, et donc c'est pour ça qu'il faut rendre hommage aux gens qui travaillent sur ces questions-là. Maintenant, l'autre dimension, c'est d'être capable de réagir en temps réel. Et donc la vitesse, c'est la clé dans les luttes informationnelles contemporaines, puisqu'elles ont été beaucoup accélérées. Dans les exemples que vous donniez, les derniers exemples qu'on a, si on prend la question du mouchoir qui traînerait sur la table, là... Le mouchoir d'Emmanuel Macron lorsqu'il est dans le wagon pour Kiev avec Friedrich Merz et Keir Starmer. Et ça, c'est manipulation d'images. On peut faire dire tout et n'importe quoi, n'importe quelle image, y compris dans un contexte électoral. Vous pourrez toujours dire que vous avez une caméra dans un bureau de vote et que même si on prône la transparence, si votre adversaire a envie de dire qu'il s'est passé dans le coin, dans l'angle à gauche, quelque chose qui n'est pas normal, eh bien on pourra, que ça soit un gobelet par terre ou autre. Donc en fait, ce qui compte aussi, c'est le sous-texte. Et ce qui compte davantage, je dirais peut-être que les narratifs, puisque je ferai une distinction entre le narratif et le récit, ce qui est important, c'est de raconter aussi quelle est notre force à nous. On parlait des Rafales tout à l'heure. Si on a une supériorité technologique, et Dassault sait très bien le faire, il faut qu'on soit capable de bien la vendre, et de bien la vendre de manière articulée et coordonnée avec l'ensemble des autres acteurs étatiques ou... Je dois comprendre dans votre sens, vous avez parfaitement raison. Le sujet est de qui est l'émetteur du récit. C'est un sujet de fond. Oui, alors ce ne sont pas des enfants de cœur non plus. Chez Dassault, ils ont l'habitude pour remporter des marchés, notamment dans l'armement. Dans l'opinion publique, si c'est Dassault qui raconte qui est les forces, c'est comme si je vous
dis que je suis formidable, si c'est monsieur qui vous dit que je suis formidable, vous allez plus se croire que c'est moi. Donc Oui. l'émetteur est un sujet. Après, c'était juste pour, je ne veux pas démystifier le complot et la technicité, voilà. Mais il y a des réalités aujourd'hui d'outils qui sont extrêmement simples. Nous, on utilise des outils pour connaître la réalité de l'état de l'opinion sur un certain nombre de sujets. Vous faites des corpus, vous analysez. Donc en fait, c'est à la portée, peut-être pas de monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il faut des outils, mais c'est pas si compliqué que ça. Le vrai sujet, c'est la coordination, c'est les techniques de communication. On parlait de ces fameux faux sites, c'est la fréquence et la répétition qui sont vraiment ennuyeux. 77 attaques C'est très entre ennuyeux. 2023 Et c'est surtout parce qu'en 2025. fait, tout individu va être confronté régulièrement. Il y a des biais de confirmation. Enfin, on n'a pas le temps d'homme, mais il y a un sujet dont vous n'avez pas parlé et qui pour moi, répond vraiment à ce que vous disiez sur la vitesse, c'est l'astroturfing. Oui. L'astroturfing, c'est sans doute ce qu'il y a de plus radical et de plus efficace. Je vais vous prendre un Vous exemple. expliquer en français. La Roumanie. Alors c'est en gros créer un mouvement de foule, un faux mouvement de foule en ligne. Je vais vous prendre un exemple qui va vous parler concrètement et que vous connaissez forcément tous les deux extrêmement bien, mais le mouvement des agriculteurs en colère. Mouvement des agriculteurs en colère, le hashtag agriculteurs en colère sur les outils dont je vous parle monte de façon incroyable et en particulier on voit plusieurs millions de messages utilisant ça sur Twitter. Il n'y a pas d'agriculteurs sur Twitter, quasiment pas. Donc vous pouvez vous dire, que se passe-t-il? Donc vous regardez, alors que ce hashtag existait et que le mouvement agricole existait, hein, c'est pas... Donc vous allez regarder, en fait c'est des faux comptes qui relaient et utilisent ce hashtag. À quoi ça sert de faire du volume? C'est que tous ces outils dont on parle, ils fonctionnent souvent sur le volume et surtout les gens vont commencer à voir ce hashtag remonter, parce que c'est là aussi ce qu'on appelle les trending topics, et se disent tiens, que se passe-t-il? Quand vous regardez les vrais messages du début qui utilisaient ce hashtag étaient par des agriculteurs. Le contenu, en gros, c'était un problème sur les prix planchers et sur les réglementations. Quand vous regardiez le contenu des Agriculteurs en colère. agriculteurs en colère émis par ces bots, eh bien c'était Ukraine, comme par hasard, Étrange. et Europe, qui n'étaient pas les sujets de. Quand vous laissez l'astroturfing monter comme ça, les gens vont voir ces messages, ah ben oui, mais c'est vrai, l'Ukraine, ah mais oui, mais c'est vrai, l'Europe. Et hop, ça part dans les vrais messages, et vous retirez vos bots, vous repartez, vous avez juste laissé une trace, mais un peu plus... Donc c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air, et en même temps extrêmement compliqué, et la vitesse, c'est le seul moyen, parce que là, la vitesse, c'est vous débranchez tout de suite les bots, et ça ne peut pas marcher. Sauf que généralement, ça passe de service en service, et au moment où le mec dit « Ah ouais, il faudrait débrancher », ah bah c'est trop tard, ils sont pas. Oui, en un mot. Il y aurait deux choses. J'ai simplifié, mais c'est ça à peu près. Quoi. La question qui C'était nous simple. occupe, c'est l'impact de toutes ces campagnes-là. Premier impact. Bah là, on voit bien. Alors, on a de l'astroturfing et on est dans un contexte électoral. On peut se demander le rôle de l'astroturfing dans le cadre de ce qui s'est passé en Roumanie. Première campagne, première montée. Donc, et là, on a un inconnu qui arrive, qui est propulsé. Justement, il y a l'effet de surprise. Ça joue beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. On massifie, donc on crée de l'attention. Mais après, et là c'est plus intéressant pour nous en France, on voit que la société française est assez résiliente à certains narratifs, notamment les narratifs russes concernant le récit en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'on a des chaînes d'information aussi de qualité, privées ou publiques, et qu'on pose ces questions-là dans le débat public, ce qui peut nous paraître à nous Français très commun ou courant, le fait de débattre à 14h la question des luttes informationnelles ou de le mettre dans les programmes scolaires. C'est pas le cas de nos voisins européens. Donc ça fait partie de notre résilience. Et quand on regarde, je vous renvoie à l'étude de la Fondation Descartes menée par Laurent Cordonnier, qui a été publiée en novembre et qui a essayé de voir un petit peu si les Français étaient perméables à l'ensemble de ces narratifs. Bien, nous avions contribué à cette étude. Et si on devait résumer de manière très succincte, on pourrait dire que non, on n'est pas tellement perméable, moins qu'on pourrait le croire. En tout cas, sur tout ce qui touche donc aux narratifs liés au conflit armé. Donc finalement, on peut se dire, on ne va pas dire cocorico, et au mais conflit sans doute russo-ukrainien, pas forcément sur d'autres. pour d'autres choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'était moins. Et ça, c'était la très bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que plus on est jeune, plus on est perméable. Tout de même, Djihaï Ben Chaban, puisqu'on parle d'armes informationnelles, parlons d'armement. On a parlé des armes de défense, Viginum. On peut compter sur la nation résiliente aussi face à ça. Mais allons-y, essayons de voir ce que le ministère des Armées ou l'industrie militaire ne nous dira pas. Est-ce que ça nous arrive, nous, dans une démocratie, d'être proactifs, en gros, faire du narratif et non plus du contre-narratif, mais vraiment offensif?
Cette capacité des armées a toujours existé, y compris dans des conflits plus anciens. Je veux dire, si on parle même sur les conflits post-décoloniaux, on parle de la guerre d'Algérie, les opérations bleuides, donc la maîtrise de l'information, de la désinformation à des fins opérationnelles. La bleuite, en 2 mots, faire croire au fait. FLN que les uns trahissent les autres. Tout à fait. Donc créer des situations qui vont permettre de créer la confusion et le chaos dans une structure afin de pouvoir mener ces opérations et en gros figer l'adversaire, on sait faire. La question des moyens techniques d'une armée comme la France, elle est réelle, nous les avons. Mais après, je pense qu'au-delà des dimensions techniques, il faut aussi se poser la question des complémentarités et le lien avec la nation est essentiel et je vous rejoins parfaitement. C'est-à-dire qu'on peut disposer de tout le savoir-faire qu'on veut, de tous les vecteurs techniques, ce qui n'est pas notre cas par exemple par rapport à l'échelle états-unienne. La question de la résilience de la nation, de sa cohésion et de son unité, elle est essentielle. Parce que dans ces luttes informationnelles, c'est surtout la capacité à ne pas laisser d'aspérité, donc de failles. Et c'est ces failles qui vont être exploitées. Donc nous pouvons réagir avec un schéma pour essayer de riposter face à une menace précise, face à un narratif qui va cibler nos intérêts commerciaux, certaines zones dans lesquelles nous sommes présents. Mais la question de comment la population se positionnera par rapport à l'action globale, au niveau politique, au niveau stratégique, elle est essentielle. En quelques mots, Maud Kessar, est-ce que nous, justement, je rebondis un peu là-dessus, mais avec les règles que l'on s'impose comme démocratie, nous pouvons lutter contre des gens qui ne s'imposent aucune règle sur la guerre informationnelle? Alors là aussi, une distinction très claire, comme vous le rappeliez très bien. Quand on fait, dans le cadre d'un conflit ouvert ou d'opérations militaires à l'extérieur du territoire, bien sûr que l'armée française sait mener des opérations en contexte. Maintenant, la meilleure arme sur notre propre territoire, c'est effectivement la résilience de nos démocraties. Et ça ne passe pas par le ministère des Armées, ça passe par ce qu'on est capable de mobiliser aussi. Pour vous donner un exemple très clair, aux États-Unis, on dit qu'il y a un 4e pouvoir, et ce 4e pouvoir, ce serait celui des médias et de l'information qui ont un rôle de contre-pouvoir. Aujourd'hui, l'administration Trump essaie de démanteler ce 4e pouvoir aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. Et donc, le rôle des médias, le vôtre, celui de l'ensemble de vos confrères et consoeurs, est absolument primordial. Et ça a encore plus d'impact que le fait de fact-checker, le fait d'expliquer, d'occuper le terrain médiatique avec des bonnes informations, de susciter du débat qui va être repris. Si on fait une bonne émission et qu'elle est bien reprise, alors là, on aura peut-être un bon impact et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. J'essaye vraiment de partager votre optimisme à tous les trois, mais alors vraiment en court. Oui, il y a un pouvoir qui ne vient pas des États-Unis, c'est les Français qui l'ont. Voilà, mais peu importe. Mais il y a un 5e pouvoir très cher, et ce 5e pouvoir, c'est l'opinion, c'est le peuple, et c'est le peuple qui va nous sauver. Eh bien, si c'est le peuple qui nous sauvera, alléluia, on verra si ça vaut aussi le coup.